on voit bien qu'on travaille de plus en plus ensemble, en groupe. Alors, ce n'est pas nouveau, vous me direz. Anne-Marie Soulier, il y a plus de 40 ans maintenant, 50 ans bientôt, avait déjà imaginé la médecine de groupe. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était très mal vu, y compris par le Conseil de l'ordre des médecins, qui n'a jamais été beaucoup quand même à la pointe de l'innovation. Mais peu importe. Le concept s'est développé. Beaucoup de médecins exercent aujourd'hui de façon regroupée, la plupart en monospécialité, certains en plurispécialité. Maintenant, on voit que c'est en train de s'élargir. Alors, quand on regarde les chiffres, on est quand même un peu frappé parce qu'on a quand même aujourd'hui 51% des médecins généralistes qui exercent en groupe, au sens très large, hein, et 57% des médecins spécialistes. Ça veut dire que l'exercice isolé, ce n'est pas tout à fait 1 sur 2, un petit peu moins, puisque ce chiffre, c'est une enquête de l'adresse de 2015, mais quand même, il y a encore beaucoup de médecins qui exercent de façon isolée. Et dans le même temps, j'allais dire presque à l'autre extrême de cette façon d'exercer, on voit que se développent des regroupements non seulement de médecins d'une spécialité, ce qui est un peu le modèle habituel, avec plusieurs spécialités, ce qui est des modèles un peu plus récents, mais avec d'autres professions, et se sont structurés autour de centres médicaux avec plusieurs professions, et maintenant autour de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et quand on regarde ce que le gouvernement prône partout, en tout lieu, et aide financièrement, le modèle de maison de santé pluriprofessionnelle ne concerne à peu près que 15% de médecins généralistes, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc, on voit bien que ce modèle unique que prône le gouvernement est un modèle qui, certes, est intéressant, qui, certes, ne doit pas être décrié, mais on ne peut pas l'imposer partout. C'est pas... Nous sommes opposés à la CSMF à un modèle unique d'organisation médicale, parce que nous voulons que chaque médecin puisse être libre de s'organiser comme il l'entend. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, oui, c'est un modèle. Certains y trouvent beaucoup de satisfaction, et je le comprends. D'autres regardent cela avec beaucoup plus de méfiance, et ça se respecte. Autre modalité d'organisation, c'est les fameuses CPTS. C'est pareil, les CPTS, c'est un outil. C'est un outil où on y trouve beaucoup de satisfaction pour celles et ceux qui s'en sont emparés, mais d'autres craignent une dérive bureaucratique et administrative, et tout ça, c'est tout à fait logique. Donc, on est dans une mutation de l'exercice médical. C'est le premier constat que nous avons fait à la CSMF vers un regroupement qui n'est pas forcément sous le même toit. Ça peut être un regroupement virtuel grâce au numérique en santé, et on le voit avec le concept, par exemple, des maisons de santé pluriprofessionnelles multisites. Regroupement, monospécialité, plurispécialité, pluriprofessionnelle. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est l'extraordinaire pauvreté des cabinets médicaux en France. Quand vous comparez avec d'autres pays, et c'est intéressant de regarder ce que font d'autres pays, on parle souvent du modèle allemand, et c'est très intéressant de regarder le modèle allemand. Le médecin allemand, il exerce au sein de structures où il y a plein d'acteurs autour de lui qui lui facilitent la vie. C'est des modèles organisationnels qu'on a étudiés beaucoup à la SSMF, avec en particulier les MVZ. J'ai moi-même pu faire un voyage d'études en Allemagne pour voir comment ils étaient organisés. Alors, on ne va pas se faire de la peine, on ne va pas se faire mal. Le médecin allemand, il gagne beaucoup mieux sa vie que le médecin français. Je le disais la semaine dernière, le rapport, il est entre 1,4 et 1,7 par rapport aux gains et aux revenus. Mais au-delà de ça, il a une qualité de vie parce qu'il est déchargé de plein de choses, il a plein de personnes qui travaillent avec lui, je vais y venir. Et ça nous a beaucoup inspiré. Il y a un investissement faible dans les cabinets médicaux, dans la majorité des cabinets médicaux, sauf dans les plateaux techniques lourds. Et ça aussi, c'est intéressant à regarder.
je pense à nos amis radiologues, je pense à nos amis biologistes, à nos amis anatomopathologistes, mais même dans des spécialités médico-techniques, les cardiologues, les gastroentérologues, etc. Ils se regroupent pour avoir des appareils plus performants, ils investissent un peu plus dans leur cabinet médical. Et le troisième constat, au-delà de cette faiblesse de l'investissement dans le cabinet médical aujourd'hui, le troisième constat qu'on a fait, c'est que nos cabinets, on ne les revend plus. Nos clientèles, on ne les revend plus. Nous ne les revendons plus, en particulier à cause de la démographie médicale, mais aussi parce que le modèle d'un médecin qui exerce seul dans un cabinet, ce n'est pas le modèle que souhaitent les jeunes. Les seuls qui revendent aujourd'hui, ce sont les médecins qui sont regroupés et souvent autour d'un plateau technique lourd, autrement dit autour d'investissements lourds, avec un accès à un établissement de soins, etc. Et aujourd'hui, pour trouver un successeur, c'est quand même mieux lorsqu'on est dans un groupe et lorsqu'on est organisé avec une organisation professionnelle intéressante, où il y a des collaborateurs, etc., et éventuellement lorsqu'on a une organisation qui permet une qualité de vie, des vacances, pas de souci de remplacement, parce qu'on est nombreux, etc. Et ça, c'est le quatrième constat que nous avons fait à la SSMF, c'est l'évolution sociétale. On peut en penser ce qu'on veut, ce n'est pas la peine de dire « Ah, mais avant, c'était mieux, parce que nous, on travaillait 60 heures, 70 heures par semaine, on ne regardait pas, on se levait la nuit, etc. » Ce n'est pas la peine. Tout ça est vrai. Je ne fais pas partie d'une génération des plus jeunes. C'est exact. Et j'ai, dans mon passé professionnel, énormément travaillé. Je sais que mes associés jeunes ne travailleront pas comme je l'ai fait. Mes associés jeunes, mais ils ont raison. Et ça, là aussi, ça se respecte. Ils veulent une qualité de vie. Ils veulent pouvoir profiter de leur famille, pouvoir profiter de leurs enfants, pouvoir avoir des vacances, etc. etc. Et détrompez-vous, hein, ce n'est pas un problème de féminisation de la profession. Il faut arrêter sur ces vieux schémas. C'est une évolution sociétale qui touche tout le monde. Les jeunes, qu'ils soient jeunes médecins hommes ou jeunes médecins femmes, mais dans toutes les professions. Donc, quelque part, je serais tenté de dire, dont acte. Devant ce constat, on s'est dit, il faut qu'on évolue, il faut qu'on donne une perspective à notre profession, et il faut vraiment qu'on, quelque part, je le disais la semaine dernière, qu'on renverse la table. Alors comment? C'est le concept du cabinet 2030. Ce cabinet 2030, c'est l'exercice de la médecine de demain, autour de 4 idées fortes, 4 valeurs qu'on a mis au cœur de notre réflexion. D'abord, la liberté de faire comme on veut et de garder cette liberté tout au long de notre vie professionnelle. Deuxième valeur forte qu'on a mis dans le cœur de notre réflexion, c'est l'innovation. Parce qu'on a bien compris que si on n'innovait pas, si on ne bougeait pas, d'autres allaient le faire à notre place, et là, ça allait mal se passer pour notre profession et pour nos valeurs. Troisième valeur, c'est la valeur entrepreneuriale. Et qui dit entreprise dit investissement. Ça va avec. Vous n'aurez pas la liberté, vous n'aurez pas d'innovation si vous-même vous investissez pas. Et je vais vous expliquer comment on le prévoit. Et la quatrième valeur, c'est penser aussi écologie, penser cabinet vert, penser santé environnementale, et j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, l'innovation. Alors l'innovation, comment on voit le cabinet 2030 et comment on le construit autour de cette valeur? Deux axes dans l'innovation. L'innovation organisationnelle et l'innovation technologique. L'innovation organisationnelle, c'est quoi? C'est réfléchir à être ensemble dans un groupe. Alors je le disais, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on exerce de plus en plus en groupe dans la même spécialité. Demain, on exercera de plus en plus dans des groupes de médecins à plusieurs spécialistes. Et on voit bien que c'est la seule façon, lorsqu'on est en monospécialité, d'avoir une ultra-spécialisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas le reste de la spécialité, mais ça veut dire que
sur telle ou telle partie de la spécialité, on est hyper performant. Et ça, c'est la qualité de la médecine libérale. C'est ce qui va permettre de faire la différence par rapport à d'autres organisations. Se regrouper en monospécialité, c'est la performance. C'est aussi, en plusieurs spécialités, la qualité de l'exercice, de l'échange. Et plusieurs spécialités, j'y mets aussi la médecine générale, qui est une spécialité. C'est donc permettre une meilleure coordination entre les médecins. Deuxième innovation organisationnelle, c'est le pluriprofessionnel. Oui, demain, le cabinet médical de 2030, ça sera un cabinet où il y aura d'autres professionnels de santé. D'autres professionnels de santé, ça peut être bien sûr ce qu'on fait aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits, des infirmières et des infirmiers libérales, mais aussi ça va changer, troisième point, l'environnement professionnel du médecin. Des assistants médicaux, des assistantes médicaux, des infirmières de pratique avancée, des infirmières tout court, si j'ose dire, mais aussi des secrétaires. Quand on pense que, moi, chaque fois que je pense à ça, ça me fait toucher du doigt la pauvreté de la médecine en France. Quand on pense qu'on a grosso modo 40% des médecins généralistes qui ont une secrétaire dans leur cabinet et qu'on a à peu près autant de médecins généralistes qui fonctionnent avec un secrétariat téléphonique. Ça montre la pauvreté de l'environnement professionnel du médecin, en particulier en médecine générale, mais en médecine clinique, des autres spécialités, c'est pareil, que ce soit en pédiatrie, en endocrinologie, bref, en psychiatrie, n'en parlons pas, dans toutes ces spécialités où c'est surtout l'acte de consultation qui est la source essentielle du chiffre d'affaires du médecin. La consultation, elle est très, très sous-valorisée. Et le résultat, c'est ça. C'est l'extraordinaire pauvreté organisationnelle de ces médecins. Donc, il faut accroître l'environnement professionnel du médecin. Je le disais, bien sûr, des secrétaires, des assistantes et des assistants médicaux, et des IPA, des IDE, etc. Sur les assistants médicaux, au jour où on parle, nous sommes à 1729 contrats seulement de signés. Pourtant, c'est une bonne possibilité qu'offre la Caisse d'assurance maladie. C'est une aide à l'embauche, c'est un accompagnement financier qui est significatif. Je vous suggère de regarder ça de très près, vous qui n'en avez pas encore bénéficié, et éventuellement de participer aux séances de formation que nous organisons avec la structure Evolutis DPC, que je salue à cette occasion, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. L'innovation organisationnelle, c'est donc le cabinet regroupé avec différentes spécialités, d'autres professionnels de santé, d'autres acteurs autour du médecin, qui vont lui simplifier la vie, qui vont le décharger, ils vont le décharger de tout un tas de dérives administratives et bureaucratiques que nous faisons aujourd'hui, qui nous font perdre du temps, qui nous agacent. Et ça va nous permettre de remonter notre métier vers le cœur de notre métier, qui est le soin, vers le cœur de ce que nous savons faire, c'est l'expertise médicale, et ça dans toutes les spécialités. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour construire l'avenir. Mais l'innovation organisationnelle, c'est aussi répondre aux besoins de la population. Et pour répondre aux besoins de la population, il faut aussi réfléchir à l'échelon d'un territoire. Et dans un territoire, on voit bien qu'il est nécessaire de mieux s'organiser, probablement de se regrouper, et je l'ai dit, pas forcément sous un même toit, pour mieux répondre aux besoins de la population. Alors, dans quel domaine? D'abord, sur l'accès aux soins, sur le maillage territorial. Alors, en spécialité, c'est des cabinets secondaires, c'est une consultation avancée, mais aussi en médecine générale, au-delà des autres spécialités que j'ai citées, c'est pouvoir répondre à un territoire dans l'offre de soins que l'on va apporter en pluriprofessionnalité. C'est ce que font les maisons de santé pluriprofessionnelles et les CPTS. Mais c'est aussi ce qu'on va pouvoir faire avec les équipes de soins spécialisés dans lequel le cabinet 2030 va
forcément s'intégrer. Et ça, cette innovation territoriale va transformer nos cabinets 2030 en véritables établissements de soins libéraux aux mains des médecins pour répondre aux besoins de la population. Deuxième volet de l'innovation, c'est l'innovation technologique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une révolution extraordinaire autour du numérique. Et cette innovation technologique, il faut qu'on s'en saisisse et il faut que ça soit à notre main pour nous faciliter la vie. Alors, dans quel domaine ? D'abord, les logiciels. Moi, je suis frappé de la pauvreté de nos logiciels professionnels, des problèmes que nous avons en matière d'interopérabilité. C'est plus possible de ne pas avoir des logiciels qui ne soient pas interopérables, qui ne parlent pas la même langue, le même langage. C'est pas possible qu'on ne nous garantisse pas la portabilité. Changer d'un éditeur de logiciel, c'est quelque chose qui est extraordinairement compliqué. En plus, ça nous coûte cher et le service rendu est de mauvaise qualité. Donc, les outils numériques, en particulier les logiciels, ils doivent être au service des médecins. Et nous attendons beaucoup de la mission du numérique en santé que préside Dominique Pon, et je trouve que ça tarde à bouger. Vraiment, les espoirs sont importants. On a eu de multiples réunions avec Dominique Pon et avec Madame Le Tourneau qui collabore avec lui, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et moi, vraiment, j'invite le gouvernement à aller plus vite en la matière pour garantir cette interopérabilité et cette portabilité. Et peut-être qu'un jour, on aura enfin un DMP qui pourra nous servir à quelque chose avec un volet de synthèse médicale. Mais l'innovation technologique, c'est aussi les systèmes experts qui vont envahir notre métier. C'est aussi l'intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, il est important que nous nous en saisissions, parce que sinon, d'autres vont le faire à notre place et nous serons écartés de ces outils numériques. Et c'est pour ça que, par exemple, la téléconsultation, c'est quelque chose dont il faut se saisir, même si, bien sûr, ça ne remplacera pas la consultation présentielle, j'y reviendrai pas. L'innovation technologique, c'est aussi les outils, mais les outils pour les patients. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les patients vont pouvoir avoir des objets numériques. On commence à le voir, je pense à la diabétologie, je pense à la cardiologie, qui vont permettre de faire de la télésurveillance. Et de plus en plus, nos patients vont être dotés de ces outils. Donc, nous, médecins, il faut qu'on rentre dans cette logique du numérique, qu'on ait les systèmes experts qui nous permettront de surveiller nos patients à distance grâce à ces objets connectés, grâce au développement de la télésurveillance qui doit sortir complètement de l'expérimentation. Maintenant, il faut y aller. Qu'attend le gouvernement pour ne pas valider la télésurveillance et pourquoi est-ce qu'il la laisse encore dans ces phases expérimentales ? Troisième point sur l'innovation technologique, c'est les outils de la coordination. Je crois beaucoup aujourd'hui dans cette révolution numérique pour mieux se coordonner. Alors mieux se coordonner entre nous, médecins généralistes, avec les autres spécialités, grâce à la téléexpertise. Il faut que ces outils soient faciles à utiliser, soient valorisés bien sûr, mais aussi avec les autres professionnels de santé. Ça commence à exister avec des iPads, avec des applications développées sur nos smartphones ou équivalents, qui permettent l'échange facile autour d'un patient, qui permettent la constitution d'équipes de proximité pour mieux suivre les patients et échanger avec les autres professionnels de santé. Et je crois que là aussi, cette innovation technologique, elle doit être aux mains des professionnels de santé, être aux mains des médecins pour le bien des patients. Troisième point que je souhaiterais aborder après ce que je vous ai dit sur l'innovation, c'est l'aspect liberté et investissement. Pourquoi ? Je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Lorsque on est médecin libéral, on est
entrepreneur libéral. Or, dans une entreprise, il faut investir. Pourquoi il faut investir? Parce que si nous, médecins, nous n'investissons pas, d'autres vont le faire à notre place. C'est qui les autres? Et quel est le danger? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Si vous voulez rester libre de vous organiser, si vous voulez rester libre de recruter, de vous associer, de développer votre outil dans l'axe où vous le souhaiterez, de vous doter de tel ou tel instrument, de faire de la consultation avancée dans tel ou tel endroit, c'est vous qui devez être à la manœuvre, c'est vous qui devez être aux manches, pour le dire d'une façon plus vulgaire. Parce que les autres qui voudraient organiser ça à notre place, c'est qui? C'est l'hôpital public. L'hôpital public, il commence à le dire. Il a d'ailleurs une bien curieuse façon de concevoir les relations hôpital-ville. Vous savez comment il les conçoit? Il les conçoit tout simplement en créant des postes avancés de consultation, des maisons de santé pluriprofessionnelles dans lesquelles il y met ses propres médecins salariés pour faire du recrutement pour l'hôpital public. Mais ce n'est pas le seul. L'hospitalisation privée a exactement le même rêve et ils le disent. C'est bien, au moins, ils sont démasqués, ils avancent démasqués. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres médicaux. Ils vont s'occuper de tout, vous ne faites aucun souci. Ils vont vous embaucher la secrétaire, si elle vous plaît pas, c'est pareil. Et ils vont vous organiser votre vie professionnelle, vos horaires, les jours où vous irez, vos tableaux de garde. Ils vont vous mettre une infirmière. Mais attention, hein, vous paierez quand même une petite redevance. Hein. Tout ça n'est pas gratuit. Et puis si vraiment ça vous complique trop la vie, ils sont prêts à vous salarier. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Pieds et poings liés. Voilà ce qui va arriver. Mais ce n'est pas les seuls. Qu'est-ce qu'elles font, les mutuelles, les assureurs complémentaires avec les centres de santé? C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et là aussi, ils le disent. On veut développer les centres de santé parce que l'accès aux soins, on va s'en occuper. On va y aller que là où il y a des problèmes de démographie. Mais il n'y a pas que les politiques dans tel ou tel endroit, les conseils généraux, les communautés de communes, etc. C'est pareil. Donc, attention à ce danger, attention à la survie de nos entreprises médicales et à la survie même de la médecine libérale. Si nous n'investissons pas, si nous ne nous organisons pas, les autres vont le faire à notre place. C'en est fini de notre liberté, c'en est fini du caractère même d'indépendance professionnelle. Donc oui, il faut le faire. Pour garder la main, il faut le faire. Et je sais qu'il y a des dangers. Regardez la radiologie, regardez les anapathes, combien ils sont inquiets par cette dérive. On a perdu sur les cliniques privées. Je suis bien placé pour le savoir. En tant qu'ancien président du syndicat des médecins de l'hospitalisation privée, je me suis battu contre cette dérive. On a perdu parce que les investissements étaient trop lourds, parce que tout un tas de raisons, la réglementation, les plateaux techniques, la volonté du gouvernement a fait que nous avons perdu dans l'immense majorité des cliniques. Et maintenant, elles sont aux mains de qui? Des fonds financiers. Je peux vous dire que la relation entre les médecins et leurs établissements, lorsque c'est aux mains de fonds financiers, ce n'est pas la même. Et nous souffrons de plus en plus. Il y a danger sur la radiologie, il y a danger sur l'anatomopathologie, et la biologie, malheureusement, c'est très mal parti. Et ça, c'est un grand problème qu'on a dans notre médecine. Alors, comment faire? C'est le dernier point, parce que je vois que je suis un peu bavard, comme d'habitude. Vous allez me dire, mais comment voulez-vous qu'on investisse dans nos outils alors qu'on a un C à 25 € ou une consultation chez le médecin des autres spécialités à 30? Enfin, vous êtes gentil à la CSMF, mais bon, voilà, c'est du rêve que vous nous vendez. Eh bien non, ce n'est pas du rêve. Et voilà ce que nous allons faire et voilà ce qu'on vous propose de soutenir à ces élections du RPS. Nous exigeons du gouvernement un plan d'investissement pour la médecine libérale. Le deal, il va être simple. Vous mettez 50% sur la table, on met 50% sur la table. Et on va investir, mais avec vous.
Parce qu'on veut être maître de nos outils. Parce que on sait ce qui se passe si on vous laisse faire tout seul. On veut garder la maîtrise de nos outils. Et là, il faut nous accompagner. Pourquoi? Bien sûr, sur la base du volontariat. Si on veut investir seul, parfait. C'est parfait, c'est le modèle parfait. Mais je sais que dans beaucoup d'endroits, il faut aider, il faut accompagner le regroupement. Il faut mettre de l'argent pour que les médecins aussi mettent de l'argent. Et moi, je les encourage à faire ça pour mieux répondre aux besoins de la population. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver votre compte. Parce que lorsque vous aurez un environnement professionnel beaucoup plus étoffé, vous allez pouvoir voir plus de patients parce que vous aurez beaucoup de choses qui auront été préparées par vos collaboratrices et vos collaborateurs. Demandez à ceux qui ont un assistant médical, vous verrez ce qu'ils vous diront. Regardez les spécialités qui aujourd'hui travaillent avec des collaborateurs autour d'eux. La radiologie, manipulateur radio. Dans les laboratoires de biologie, avec le personnel qu'ils ont. Les anesthésistes, qui ont des infirmières anesthésistes. Je viens de vous citer 3 spécialités. Ce n'est pas les plus à plaindre dans l'échelle des revenus des médecins. Je ne dis pas que c'est injustifié, parce qu'il y a des lourds investissements, il y a des problèmes d'organisation, etc. Mais le constat, il est objectif. Les spécialités où les niveaux de revenus légitimes, attention, hein, légitimes de ces spécialités-là, sont les spécialités où vous avez des collaborateurs qui travaillent pour vous et qui vous facilitent la tâche. Il faut faire ça dans toutes les spécialités, y compris la médecine générale. Il faut que l'État nous accompagne. C'est ça le plan d'investissement pour la médecine libérale que nous voulons et que nous obtiendrons avec votre appui. Attendez, vous avez vu les milliards d'euros qu'il met sur l'hôpital? 13 milliards de reprise de dette pour faciliter l'investissement à l'hôpital. 13 milliards! Vous vous rendez compte? Eh bien, nous allons faire pareil pour la médecine libérale. Et quand vous aurez un cabinet où vous aurez investi, avec des outils, avec du numérique, avec une organisation qui sera séduisante pour les jeunes générations, parce que pas de problème de remplacement, pas de problème de départ en vacances, puisque vous serez plusieurs à tourner, tout ça sera organisé, pas de dérive administrative, vous aurez des collaborateurs qui s'en occuperont. C'est ça que vous allez revendre. C'est cette organisation, parce que vous n'allez pas revendre votre clientèle, vous n'allez pas revendre votre fichier, et beaucoup le savent à leurs dépens, malheureusement. Et ce que nous prétendons faire pour demain, c'est ça, c'est permettre la revente de nos entreprises médicales dans lesquelles nous aurons investi. Mais quand vous revendrez l'ensemble de l'investissement. Vous aurez mis 50% et vous revendrez 100% de l'investissement. Et en plus, pendant votre vie professionnelle, vous aurez travaillé dans de meilleures conditions, beaucoup plus sereinement, indépendant et libre. Voilà la perspective que nous voulons donner à la profession. C'est ça le cabinet 2030. Ça permettra demain de garantir la qualité de vie, garantir la liberté du médecin et garantir sa qualité de vie professionnelle et personnelle dans le cadre d'une organisation qui est rodée, qui permet une sérénité dans l'exercice. Ce n'est pas du rêve, parce que le cabinet 2030, vous pourrez venir le voir. Et vous pourrez venir le voir au siège de la CSMF, au siège de la CSMF où nous engageons un gros programme de travaux dans notre siège parisien, et il y aura l'équivalent d'un pavillon témoin, vous savez, pour les constructions, un cabinet témoin 2030 dans lequel vous verrez et vous pourrez voir les outils connectés, l'évolution numérique, des exemples organisationnels, des exemples de financement, des exemples d'investissement qui vous garantiront qu'effectivement, vous aussi, vous pouvez aller dans cette direction et on vous y accompagnera. Et lorsque vous serez installé selon ce modèle-là, la CSMF mettra en place une véritable bourse de vente
des cabinets et de ces nouvelles organisations que nous plaidons pour l'exercice 2030. Voilà le projet que nous avons autour de ce cabinet 2030. Je pense qu'il est de nature à révolutionner notre exercice médical et à enfin donner une véritable perspective pour l'exercice libéral de demain. Alors, soutenez-nous et nous le porterons tous ensemble. Je suis donc prêt à répondre aux questions et vous avez des questions-réponses Q&R en bas de la barre d'outils, bien évidemment. Alors, Olivier Collin, qui est notre directeur de communication, est chargé de me poser les questions que vous lui avez transmises, parce que c'est très compliqué lorsque vous faites un webinaire de le gérer soi-même. Olivier Collin, la parole est à vous. Bonsoir Jean-Paul Ortiz, bonsoir à tout le monde. Quelle ingratitude Jean-Paul Ortiz, parce que le directeur de la communication est aussi le président de la MIMS, et vous n'avez pas parlé de la maison d'innovation. Oh, c'est vrai Olivier, c'est vrai. Je ne sais pas si je peux vous le pardonner, parce que la MIMS, c'est quand même la maman du cabinet 2030 qu'elle monte. Tout à fait. Alors, je m'excuse Olivier, mais vous avez quand même oublié quelque chose Olivier. Allez, lorsque j'ai fait la conférence de presse où j'ai présenté le programme de la CSMF pour les élections du RPS, j'ai fait un gros chapitre sur le cabinet 2030 et j'ai cité à 2 ou 3 reprises même de mémoire la maison de l'innovation de la médecine spécialisée et son président, et en particulier votre action, Olivier Collin, pour le développement de cette maison de l'innovation de la médecine spécialisée, qui est une entité avec laquelle la CSMF a une relation extrêmement étroite, même si c'est une entité qui est indépendante de la CSMF. Et bien sûr, la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée est et sera au cœur de cette rénovation de notre siège parisien et l'acteur principal de ce cabinet 2030 en matière opérationnelle. Et je crois que c'est très important. J'ai surtout parlé du concept, Olivier Collin. Vous m'accorderez que le déroulé, je pense que c'est vraiment à la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée de le décrypter, de le mettre en musique, et c'est bien le rôle qu'elle s'est donné. Vous êtes pardonné. Alors, d'abord, ce soir, je voulais vous dire, Jean-Paul Ortiz, que nous sommes extrêmement suivis. C'est le webinaire qui, de loin, a le plus de participants. Alors, la première question, naturellement, elle est plutôt girondine que jacobine, c'est-à-dire le cabinet 2030 qui, effectivement, sera dans toutes ses composantes à la rue de Tocqueville, sera aussi d'ailleurs en région parisienne, puisqu'il y a un cabinet physique qui est en construction et qui servira aussi de laboratoire pour le cabinet 2030. C'est un scoop, Olivier Collin. Ça a été signé cet après-midi, un cabinet qui fera 1400 mètres carrés. Je vous en ai laissé la primeur. Je vous remercie. De l'annonce. Une question d'un autre webinaire qui nous dit est-ce que le cabinet 2030 se déplacera en région ou est-ce qu'il restera à Paris? Alors, c'est un des projets de la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée. Au-delà du concept que j'ai développé, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir un cabinet témoin au siège de la CSMF et la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée a prévu de faire une caravane qui se déplacera, la caravane de l'innovation en médecine libérale, et qui pourra effectivement aller sur le terrain et être un peu le pavillon témoin qui se déplace, pour le dire d'une façon un peu triviale. Donc, bien sûr, on comprend bien que même si Paris est extrêmement centralisateur dans le fonctionnement à la fois français et de la santé en France, on comprend bien qu'il faut aller au plus près des médecins sur le terrain. Alors, quelle sera la place de toutes ces entreprises qui s'associent au cabinet 2030 avec la CSMF d'ailleurs, qui sont souvent des entreprises très innovantes, même toujours innovantes, sur le plan organisationnel ou sur le plan technique? Alors, je ne suis pas rentré dans ces détails-là parce que ça me semble être quelque chose qu'il va falloir développer progressivement.
Le siège de la CSMF, qui va faire l'objet d'un énorme plan de travaux, sera celui qui va donc héberger le cabinet 2030 et la maison de l'innovation de la médecine spécialisée. Quelle est l'idée de cette... Mais ça serait presque plus à vous de répondre à cette question, Olivier Collin. De cette maison de l'innovation de la médecine spécialisée, c'est de permettre la rencontre entre des industriels, en particulier du numérique en santé, des médecins, bien sûr autour de la CSMF, mais tous les médecins en général. La CSMF a vocation à être la maison de tous les médecins libéraux, des assureurs complémentaires, des payeurs, des structures diverses et variées qui pourront porter cette innovation. Et c'est pour ça que dans le siège de la CSMF, nous avons aussi prévu qu'un étage entier soit un lieu où seront hébergés des start-up en matière de santé, des start-up qui peuvent être portées très préférentiellement d'ailleurs par des médecins, parce qu'il y a énormément d'imagination dans ce pays. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, cette rencontre entre des start-up en matière de santé, des innovations technologiques, des innovations organisationnelles, des industriels, des organismes payeurs, bref, tout ce qui peut tourner autour de la santé grâce à ce que la Maison de l'Innovation va faire et le rendez-vous qu'elle doit organiser en novembre prochain, mais je n'en dis pas plus parce que tout ça sera annoncé au fur et à mesure. Je trouve que c'est vraiment de nature à donner des perspectives à notre profession. Alors une question sur le plan technique, en particulier sur la capitalisation. On a bien compris, 1 € financé par l'État, 1 € financé par les médecins. Au moment de la vente, est-ce que le médecin sera obligé de rembourser l'euro qui aura été financé par l'État? À partir du moment où on est sur un plan d'investissement de l'État sur la médecine libérale, il est clair que dans notre esprit, c'est quelque chose qui va accompagner cette évolution de la médecine libérale que l'État met sur la table. Est-ce que vous croyez que la vingtaine de milliards que l'État met à l'hôpital public va les rembourser? Non, non. En plus, non seulement il ne les rembourse pas, mais c'est l'État qui rembourse la dette de l'hôpital public pour lui dégager des marges de manœuvre pour que l'hôpital public réinvestisse. 13 milliards, vous vous rendez compte de reprise de dette? Donc, on voit bien que aujourd'hui, la santé est devenue un thème majeur dans ce pays. On voit bien qu'aujourd'hui, les Français ont conscience qu'il faut accompagner une réorganisation du système de santé et qu'aujourd'hui, la médecine libérale souffre. Mais ils le vivent, les Français. Ils le vivent de deux façons. D'abord, ils ont du mal à trouver un médecin traitant. Ça, c'est la première chose. Et un certain nombre d'entre eux ont vraiment des difficultés. Deuxièmement, ils se rendent compte que pour accéder à un médecin d'une autre spécialité, c'est vachement lourd. C'est 3 mois, c'est 4 mois, c'est 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc, on a un vrai problème dans ce pays. Pourquoi? Parce que l'exercice libéral n'est pas suffisamment valorisé. Il n'attire pas suffisamment les jeunes générations. Et ce que nous prétendons faire avec ce cabinet 2030, c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, il faut que l'État investisse. Et investir, ça veut dire effectivement mettre de l'argent sur la table et il répondra ainsi aux demandes des Français et ça nous permettra à nous de mieux répondre aux besoins de la population. Alors maintenant, concernant la commercialisation de ce cabinet 2030, en particulier au moment de la cessation d'activité, on a bien compris que la CSMF pensait ou voulait être un acteur de cette négociation. Comment ça va se passer? Parce que vendre sa patientèle, c'était plus facile. Vendre son organisation, comment le syndicat va organiser cette opération? Écoutez, on est en train de finaliser le concept du cabinet 2030. Vous le disiez à l'instant, Olivier Collin, la maison de l'innovation et sur les rails, elle commence aujourd'hui à créer des partenariats qui sont extrêmement importants. Quand on voit les différents acteurs qui accompagnent la maison de l'innovation, qui sont des acteurs de poids dans le monde de la santé, on voit bien que
l'innovation médicale que porte la CSMF est une innovation qui séduit beaucoup d'acteurs qui regardent ce qui se passe en matière de santé, en particulier en matière de médecine libérale. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et je sais que les partenariats vont encore se développer. Et je vous fais entièrement confiance là-dessus parce que on voit bien que c'est en train de beaucoup bouger. Et donc, ce cabinet 2030 va devenir réalité et il pourra se revendre. Alors, comment? Par une bourse de revente des cabinets, c'est-à-dire qu'un médecin pourra présenter son organisation, la façon dont il fonctionne, comment il est équipé, la vie professionnelle qu'il a, et c'est par ce biais-là, un peu comme une bourse d'échange et une bourse de vente et de rachat, et c'est la CSMF qui va organiser ça pour que les médecins puissent se revendre leur cabinet et puissent effectivement accompagner, la CSMF accompagnera les médecins qui revendront leur cabinet par ce biais-là. Et je pense que ça sera de nature à faciliter ces négociations parce qu'il faudrait qu'on présente ces organisations. Mais vous savez, j'ai moi-même l'expérience, puisque j'ai eu l'occasion de renforcer mon équipe avec des jeunes générations. Je vois bien comment les jeunes réagissent, mais ils ont raison. La première chose qu'ils demandent, c'est comment c'est organisé, comment la vie professionnelle est organisée en matière de temps de travail, en matière de semaines libres, de vacances, en matière de formation, en matière d'environnement de la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a comme aide, comme secrétaire, infirmière, assistante, etc. Et puis, combien on gagne. Mais je serais presque tenté de dire, ça va vous surprendre, Olivier Collin, le gain, financier, le revenu, c'est pas forcément ce qui va être le moteur essentiel d'un jeune qui cherche à s'installer. Parce que ce qu'il veut privilégier, c'est sa qualité de vie, c'est la sérénité dans son exercice et c'est préserver sa vie personnelle et que ça ne soit pas au détriment de sa vie professionnelle. C'est cet équilibre qu'il recherche, ce que moi je conçois. Alors bien sûr, il faut raison garder. On fait des études longues qui sont très difficiles, très dures d'un point de vue personnel. C'est bien normal qu'on ait niveau de revenu qui soit tout à fait correct. Et en France, les médecins français n'ont pas le niveau de revenu correspondant à leur investissement. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, c'est cette organisation-là qui sera valorisée par le biais de cette bourse d'échange et de revente. Alors, une question de Bertrand concernant les patients, dont on n'a pas parlé ce soir. Ce cabinet 2030 qui sera un creuset de l'innovation et qui permettra de soigner donc plus et mieux tout en sauvegardant la vie du médecin. Est-ce que l'accès à ces innovations entraînera un coût supplémentaire pour le patient? Actuellement, on est dans un modèle en ce qui concerne la prise en charge des dépenses de santé, qui est un modèle où la participation du patient elle est très faible, elle est de l'ordre de 8% en ce qui concerne le reste à charge. Donc on voit bien que on est dans ce modèle-là et il n'y a aucune raison que les choses évoluent. Je vous ai parlé des assureurs complémentaires en lien avec la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée. Il y a probablement des champs à ouvrir avec les assureurs complémentaires. Nous l'avons commencé avec la consultation de prévention développée avec les IA, j'y reviens pas, et il y a probablement de ce point de vue-là des choses à faire éventuellement avec les assureurs complémentaires dont les patients n'ont aucune raison avec les outils numériques d'avoir des choses à leur charge, pas plus qu'aujourd'hui avec les outils qui commencent à se développer dans le diabète ou l'insuffisance cardiaque. Alors, une question d'un tout autre sujet, une question fiscale de Christian. Le cabinet 2030 sera-t-il obligatoirement une société à impôt sur les sociétés et non plus au BNC? Franchement, je pense que ces problèmes-là devront être effectivement analysés et lorsque on avancera un peu plus dans le concept du cabinet 2030, il faudra qu'on voit s'il y a des modèles juridiques et financiers qui sont plus intéressants que d'autres. Moi, j'ai un seul souci, un seul objectif, c'est que le médecin garde la main sur son outil. Peu importe le mode juridique,
Il faut absolument se préserver des problèmes qu'on a connus dans d'autres endroits. Je vous parlais tout à l'heure des cliniques privées, on n'a plus la main. Attention à bien mettre en place des structures juridiques où, quoi qu'il en soit, c'est le médecin qui est le patron. Fondamental. Après, le modèle juridique, on verra. Alors justement, le médecin, c'est le patron, mais est-ce que dans le cabinet 2030, un médecin pourra-t-il salarier d'autres médecins? Pourquoi pas? Mais bien sûr, pourquoi pas? Là aussi, je pense qu'il faut réfléchir, il faut bouger là-dessus. Pourquoi un médecin serait-il forcément en exercice temps plein et pourquoi tous les médecins seraient temps plein dans un cabinet 2030? Non. Moi, personnellement, j'ai des associés, il y en a qui sont à quart temps, à mi-temps, à trois quarts temps, à temps plein. On définit, on annualise le temps de travail, on s'organise. On sait faire ça très bien. Et je ne vois pas pourquoi comme dans les cabinets d'avocats, comme chez les kinésithérapeutes, comme dans d'autres professions libérales, et ça n'altère en rien le caractère libéral de notre exercice, pourquoi on ne pourrait pas avoir, avec une forme X ou Y, peut-être sur un temps limité, peut-être avoir à définir pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des médecins salariés dans un cabinet 2030, à condition que le médecin salarié, s'il veut devenir membre de la société qui porte ce cabinet 2030, il puisse le faire, et à condition que le choix soit le sien et pas un choix forcément imposé. Mais oui, moi je suis très ouvert à ces évolutions statutaires pour tous les acteurs du cabinet 2030, y compris les infirmières. Elles ne sont pas forcément salariées, elles peuvent être libérales. Je crois que tout ça doit s'organiser et c'est bien le choix de chacun et c'est l'épanouissement individuel qui compte. Alors Nathalie, elle est beaucoup plus dubitative parce qu'elle considère que ce sera très compliqué de pouvoir associer des spécialités de niveau et de revenus différents, qu'ils soient cliniques et techniques par exemple. Écoutez, je pense que les niveaux de revenus entre les différentes spécialités, ce sont des choses qui, de toute façon, bougent. La CCMF a dit clairement que la médecine clinique, la consultation était très sous-évaluée dans ce pays. Il faut remonter le tarif de la consultation. Donc, je crois que rien n'empêchera des spécialités différentes de s'associer, bien évidemment, dans des cabinets, même si les niveaux de revenus ne sont pas exactement les mêmes. Je pense qu'effectivement, il y a des spécialités cliniques qui souffrent, qu'il faut accompagner, qu'il faut aider, mais ça n'empêche qu'il faille aussi veiller à ce qu'elles évoluent et qu'on ne les laisse pas au bord du chemin. Alors Catherine, elle s'interroge beaucoup sur la délégation de tâches. D'ailleurs, deux questions sur la délégation de tâches. La première, c'est celle de Catherine qui dit il faudrait au moins des formations d'assistants médicaux ou des validations de formation dans nos cabinets soient organisées. Est-ce que la CSMF peut y participer, même si tout à l'heure, vous avez abordé le sujet de la formation? Alors, sur la formation des médecins, c'est un des outils des pôles forts de notre structure qui s'appelle Evolutis DPC, qui est un acteur fort de la formation des médecins, la formation continue, en particulier des médecins, pour les accompagner sur les assistants médicaux, et je sais qu'elles sont des formations très prisées. En ce qui concerne la formation de nos personnels, par exemple, des secrétaires médicales qui voudraient devenir assistantes médicales, il y a une série commence à émerger une série de structures qui ont été validées dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets médicaux qui sont habilités en tant qu'organisme de formation pour accompagner ces secrétaires qui voudraient faire ces formations. Donc il y a deux aspects, il y a la formation du médecin, et ça, on fait vraiment dans la maison, c'est notre cœur de cible, bien sûr. On fait ça et on fait ça très bien. Et je salue et je remercie celles et ceux qui sont engagés dans ce pôle Evolutis DPC. Et on a aussi la liste des organismes de formation pour nos personnels. Alors, sur les assistants médicaux, toujours, une question qui est la suivante. La liberté a un coût. Ne pensez-vous pas que nous allons tomber dans le piège en acceptant les subventions de la CNAM pour l'embauche d'un assistant médical en contrepartie d'une augmentation du nombre de patients pris en charge?
Est-ce que le cabinet 2030 doit refuser ce genre de subvention? Moi, je pense qu'il n'y a pas de modèle unique. Je pense qu'on peut très bien être médecin généraliste ou d'une autre spécialité clinique, réfléchir à un nouveau modèle entrepreneurial, avoir un assistant ou une assistante médicale dans son cabinet, se rendre compte que c'est rentable. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, la présidente des pédiatres qui nous expliquait ça très souvent au bureau confédéral, où effectivement elle nous disait, moi j'ai une assistante médicale, je gagne plus d'argent, je prends 7 semaines de congé alors qu'avant j'avais du mal à en prendre 3 et je rentre plus tôt à la maison. Voilà, moi, je vous explique ce que, sans subvention de la CNAM, hein, sans accompagnement de la CNAM, attention. Donc voilà un exemple. Et je pense qu'effectivement, il y a probablement dans une spécialité clinique comme la pédiatrie, qui est quand même très sous-évaluée, puisque c'est surtout des actes cliniques, il y a certainement des moyens organisationnels pour améliorer sa qualité de vie et mieux gagner sa vie avec une assistante médicale. Après, moi, je dis depuis le départ, ce que la CNAM met sur la table, c'est une aide à l'embauche, c'est un accompagnement. Tant mieux, prenez-le, et puis de toute façon, vous vous rendez compte que c'est très rentable. Si vous voulez faire sans, c'est sans problème, et quelque part, vous avez raison. Mais il est évident que la CNAM, elle ne peut pas vous donner du pognon sans qu'elle vous dise, bah, écoutez, avec un assistant, vous allez voir un peu plus de patients. Ceux qui ont pris ça participaient à une formation d'évolutisme DPC. Je le dis à la personne qui a posé cette question et vous verrez que vous trouverez votre compte. Alors, une question de Christiane, justement, sur la CNAM. Est-ce que la CNAM ne pourrait pas être un empêcheur de tourner en rond et comment va-t-elle réagir face à la montée en charge des cabinets de 2030, ne serait-ce que sur la régulation des volumes, par exemple? Écoutez, moi je crois que sur cet aspect volume, et c'est vrai que moi je suis frappé de voir que la CNAM incrimine des médecins qui verraient trop de patients ou auraient trop d'actes, sans regarder comment ils sont organisés. C'est évident qu'avec un cabinet 2030, si vous avez des collaborateurs qui vous simplifient la vie, vous allez voir plus de patients. C'est pas pour ça que vous allez voir que vos patients seront moins bien pris en charge. Au contraire, on va vous décharger de tout un tas de choses qu'aujourd'hui vous faites et qui vous fait perdre du temps. Vous n'avez pas besoin de faire 10 ou 12 ans d'études pour remplir de la paperasse. Si quelqu'un le fait à votre place, eh bien, votre consultation, elle va gagner 2, 3, 4, 5, 6 minutes, voire plus. Donc, je crois que c'est ces modèles-là. Donc, à partir du moment où on s'organise pour répondre aux besoins de la population, et ça, c'est fondamental, je vois mal comment la CNAM pourrait nous incriminer sur des volumes. Et de toute façon, la CSMS sera là pour vous défendre et vous défendre contre des accusations injustes de la CNAM, ce que nous faisons régulièrement. Alors justement, ça inquiète beaucoup, hein, cette notion d'aide de l'État. Elisabeth pose la question suivante. Si l'État investit, quelle contrepartie va-t-il nous imposer? Secteur 1, opt-out obligatoire. Si l'État investit, oui, grosso pardon. modo, Jean-Paul Ortiz, est-ce que demander une aide de l'État, c'est vraiment opportun dans le cadre du cabinet 2030? Attendez, moi je pense que le cabinet 2030, c'est un concept que nous portons et que la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée, ça fait 4 ou 5 fois que je la cite, hein, Olivier Collin. Oui, je me merci. rattrape. va développer, va permettre de développer ce concept. Après, quand je dis que l'État doit investir, moi c'est le discours politique que je vais porter. Si vous, individuellement ou à plusieurs, vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Si par contre, l'État accompagne de façon directe ou indirecte, ça peut être des aides fiscales, ça peut être des investissements complètement défiscalisés. Enfin, il y a beaucoup de moyens d'accompagner cette réorganisation de la médecine libérale que nous voulons pour la médecine de demain. Moi, je crois que c'est un plus et que c'est tant mieux. Par contre, rien n'empêche tout un chacun de s'organiser, de faire un cabinet 2030 sans avoir besoin de l'accompagnement de l'État. Certains l'ont déjà fait, ils n'ont pas attendu. Ce que nous prétendons, c'est
permettre à toutes et à tous de le faire, à toutes les spécialités de le faire. Ceux qui l'ont fait aujourd'hui, ce sont les spécialités autour de plateaux techniques. Et c'est très bien, il faut qu'ils en gardent la propriété. Je pense aux radiologues, je pense aux médecins nucléaires, je pense aux radiothérapeutes, etc. Et ça, c'est très important. Je ne citerai pas les autres, anapathes ou biologistes. Ça, c'est très important. Mais si demain, on peut y embarquer toutes les spécialités, je trouve que c'est vraiment un plus pour la médecine libérale. Et je sais que les spécialités qui ont les niveaux de revenus les plus bas, il faudra les accompagner très probablement. Accompagner financièrement, je parle. Alors, une question d'Alain que je vais reformuler parce qu'elle est complexe. Le médecin de campagne, qui est seul au fond de sa campagne, pour reprendre son expression, aura-t-il accès au cabinet 2030 et c'est quoi pour lui le cabinet 2030? Alors le médecin au fond de sa campagne, moi je l'encourage à réfléchir sur la façon dont il va s'organiser demain. Non pas que je condamne l'exercice isolé, parce que je pense qu'il y aura toujours besoin d'un exercice isolé, ça peut être un choix personnel, mais dans un certain nombre d'endroits, on ne pourra pas faire autrement. Après, je continue à penser que demain, en particulier en ruralité, on va s'acheminer progressivement vers des structures plus regroupées. Pas 10 ou 12 ou 15 médecins, mais à 2, 3, 4 médecins qui se réuniront dans le chef-lieu de canton, la ville de moyenne importance dans laquelle ils vont se regrouper. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonneront le maillage territorial, mais ils feront de la consultation avancée. 1 ou 2 jours par semaine, ils iront dans tel ou tel endroit, 1 ou 2 jours par semaine, ils iront dans un autre. Un peu comme, moi je relis ça dans mon pays, un peu comme dans les petits villages, la camionnette de l'épicier, boucher, charcutier, boulanger, j'en passe, et des meilleurs, ils passent 2 fois par semaine sur la place du village, ils klaxonnent et vous avez des habitants qui viennent. Ça sera probablement plus ça que des médecins complètement isolés. Mais n'oublions pas une chose, ces médecins qu'aujourd'hui on qualifierait d'isolés et que le président de la République a condamné parce qu'il ne connaît pas le problème, je trouve que c'est triste de voir ça. Moi, je ne le condamne pas du tout. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de médecins isolés. Et il n'y aura plus de médecins isolés. Pourquoi? Parce qu'avec les outils numériques, vous pouvez très bien être isolé et en réalité travailler en maison de santé multisite en étant regroupé et coordonné avec d'autres médecins. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et je crois que c'est ces modèles-là qu'il va falloir impulser sur l'ensemble du territoire. Et ce sera un peu le rôle de cette caravane du cabinet 2030 dont je parlais tout à l'heure, d'aller sur le terrain, de montrer comment on peut organiser ça. Alors, un concept que vous avez soulevé, mais dont vous reparlerez la semaine prochaine, cabinet 2030, cabinet vert, est-ce que c'est un challenge envisageable? Oui, parce qu'on n'en fera pas l'économie. On ne peut pas prétendre avoir une vision pour l'exercice médical de demain sans se poser la question de la santé environnementale dans ce pays. Ce n'est pas pour faire mode, c'est parce que déjà on se l'est posé. On se l'est posé dans beaucoup du RPS, où il y a des commissions qui ont travaillé sur ces thématiques-là. Déjà on se l'est posé dans cette maison. Moi, en tant que président du RPS, j'ai beaucoup travaillé sur ces thèmes-là dans ma région à l'époque. Mais à la CSMF aujourd'hui, nous faisons des formations sur toute cette thématique santé environnementale. J'en parlerai la semaine prochaine. On ne pourra pas en faire l'économie. Autant d'emblée l'intégrer dans le concept. Le cabinet 2030, ça sera un cabinet vert. Et ça, c'est incontournable. Alors, une question de Rendez-vous la semaine prochaine là-dessus. Excusez-moi. Une question de Faisal qui s'inquiète sur l'arrivée de l'intelligence artificielle qui pourrait, si elle n'est pas contrôlée par le médecin, prendre la place du médecin. Quelque part, ça ouvre une question sur les contours métiers. Est-ce que le cabinet 2030 participera à redéfinir les contours métiers du médecin et de ceux qui œuvrent en délégation de tâches sous la compétence du médecin? Oui, très vraisemblablement, parce que on voit bien. Alors, il y a 2 questions là. Il y a la question de l'intelligence artificielle et la question des contours de métier. On voit bien que l'intelligence artificielle, elle commence à arriver, elle va arriver de plus en plus dans notre métier médical. Il est fondamental que les médecins gardent la main sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va nous faciliter la démarche diagnostique,
et éventuellement la démarche thérapeutique. Mais le médecin de demain, 2030, vous savez, ça va vite, hein, peut-être au-delà, mais enfin, le médecin de demain, ça sera celui qui saura faire la synthèse entre ce que l'intelligence artificielle lui proposera au niveau diagnostique, au niveau thérapeutique, et ce qui est le plus adapté à son patient individuellement, en fonction de l'environnement socio-culturel, des problèmes psychologiques de ce patient, de l'histoire de ce patient, du roman familial de ce patient. Et le médecin aura le pouvoir disruptif de ne pas respecter ce que l'intelligence artificielle lui proposera. C'est ça notre rôle de demain. Moi, j'en suis persuadé. Alors, j'ai peut-être une vision un peu avant-gardiste, mais c'est pour ça que c'est indispensable de garder la main sur l'intelligence artificielle, parce que sinon, si nous, médecins, on n'a pas la main là-dessus, c'est Watson qui prendra notre place. Et je crois que ça, c'est la fin de la médecine tout court. C'est la médecine par ordinateur, et ce n'est pas ce que je veux pour mon métier, bien évidemment. Et ce n'est pas ce que nous voulons à la CCMF pour le métier de demain. Sur la délégation de tâches, bien sûr que les contours de métier vont bouger, mais je dis et je redis que les contours de métier doivent bouger seulement si c'est réfléchi entre les professionnels concernés. Et comme je le disais l'autre jour, pas par un député à minuit au hasard d'un amendement parlementaire. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on réfléchisse qui fait quoi, comment, et on en a parlé déjà sur un autre webinaire. On voit bien que les aides-soignantes, elles veulent faire des choses que les infirmières font. On voit bien que les infirmières, elles se verraient bien faire des choses que le médecin fait. Et on voit bien que le pharmacien aussi, etc., etc. Donc, on réfléchit tout ça entre nous, on voit les impacts, en particulier financiers, de qualité de prise en charge. Et c'est comme ça, tous ensemble, qu'il faudra faire évoluer les contours de métier, pas autrement. Alors, une question sur le rapport ville-hôpital. Est-ce que le cabinet 2030, ne serait-ce que par la technologie qu'il aura à sa disposition, va modifier le rapport ville-hôpital? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous imaginez la force que nous aurons dans un cabinet 2030 où nous serons un véritable établissement de soins aux mains des libéraux sur un territoire? On deviendra incontournable. On deviendra les vrais interlocuteurs vis-à-vis de l'hôpital. Alors, on s'organisera dans des CPTS ou pas, d'ailleurs, peu importe. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire, parce que ça sera de véritables entreprises médicales libérales, et elles prendront le pouvoir, y compris par rapport aux établissements de soins privés, qui deviendront les supports de leur activité. Parce que, imaginons à l'échelon d'un territoire, prenons un exemple, vous avez une ou plusieurs spécialités qui se regroupent à l'échelon, par exemple, d'un département. On va prendre cet exemple-là. Et ils garantissent l'accès aux soins, un maillage territorial avec des cabinets secondaires, une partie de l'activité en secteur 1 pour les problèmes sociaux, une permanence des soins, la prise en charge des urgences, la coordination avec les autres spécialités, en particulier la médecine générale. Un package, vous négociez ça avec l'organisme payeur, quel qu'il soit, l'assurance maladie obligatoire, l'ARS, l'assurance maladie complémentaire. Attendez, vous êtes les rois du pétrole, vous intervenez dans une, deux, trois cliniques, vous êtes en lien avec l'hôpital, vous devenez l'acteur des soins dans le territoire, dans la spécialité concernée. C'est ça le concept d'un établissement de soins libéral aux mains des médecins. Alors, question de marque avec une innovation dont on parle depuis des années, le DMP. À vous écouter, il semble indispensable au cabinet 2030. Où en est-il aujourd'hui? Je ne crois pas que le DMP soit vraiment indispensable au cabinet 2030. Le DMP, c'est un outil qui est en panne parce que l'État a mis des moyens, mais pas là où il fallait. Il a toujours refusé de financer le volet de synthèse médicale. Il n'a pas pris ses responsabilités pour que les logiciels puissent dialoguer entre eux et qu'ils soient interopérables. Bref, on a tout faux. Alors, on y a mis des centaines de millions, 500 millions, peut-être plus, on ne sait pas trop. Et aujourd'hui, il y a une fiche administrative et quelques documents qui ne sont pas classés et qui sont quasiment inexploitables. Ça, c'est un vrai problème.
alors que nous continuons à penser que le DMP pourrait être un outil intéressant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc il faut que tout ça évolue. On peut très bien construire un cabinet 2030 sans DMP, il suffit qu'on ait des outils qui dialoguent entre eux. Alors, une question assez iconoclaste d'un médecin, c'est presque de la provocation, mais comme c'est lui qui la pose. Est-ce que l'on peut dire que le cabinet 2030 va privilégier l'humain? Mais je dirais oui. Je dirais oui parce que et je trouve que la question elle est très intéressante. J'expliquais un peu comment je voyais l'exercice médical de demain avec l'apport de l'intelligence artificielle qui va nous décharger d'une partie de notre démarche diagnostique et thérapeutique et qui va nous recentrer au cœur effectivement d'une attitude à la fois disruptive mais aussi d'explication vis-à-vis du patient. Imaginons un médecin qui fait une consultation où tout a été simplifié en amont. Le patient il est tensionné, il est pesé, le dossier médical est ouvert, tout est rempli à la bonne date, il y a un certain nombre d'éléments d'interrogatoire qui ont déjà été faits, la feuille de soins, vous en occupez pas parce que d'autres le font, etc., etc. Vous allez pouvoir avoir un dialogue avec votre patient qui va être strictement centré sur le cœur de votre métier, le soin, et l'écoute du patient, de sa plainte, de sa maladie, et vous allez mettre cette relation entre le patient qui vous a choisi et vous-même au cœur. Oula, il y a un micro qui a été ouvert. Ah, ça arrive. Au cœur de la relation médecin-patient. Et vous allez rendre de l'humain à votre métier. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, une revendication qui ne date pas d'hier, encore d'Alain, qui dit nous ferions mieux de nous battre contre les paperasses inutiles plutôt que de prendre du personnel pour les remplir. A-t-il oublié que dans le cabinet 2030, il y avait j'ai pas entendu. d'autres moyens de faire de l'administratif? Alors, bien sûr, Alain a raison, la paperasse inutile, il faut la combattre, c'est évident, mais de toute façon, on ne fera pas l'économie d'un certain nombre d'éléments administratifs dans lesquels le cabinet 2030 doit nous simplifier la vie, en particulier grâce au numérique. Là, quelque part, et j'en parlerai aussi la semaine prochaine dans le cabinet vert, la dématérialisation de cette paperasse, elle est indispensable et elle nous fera gagner du temps. Donc, le cabinet 2030, ça sera un cabinet qui sera, excusez-moi, qui sera forcément facilité dans son fonctionnement et qui évitera cette dérive administrative au maximum. Et le personnel qui s'en occupera sera aussi celui qui nous facilitera notre vie. Alors, une question, parce qu'il est 20h15, donc... c'est long ce soir, c'est très long ce soir, et je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions, c'est terrible. Donc, je termine par celle de Franck et de Luc, que vous connaissez bien. Tout à fait, et je les salue. C'est l'habitude maintenant. Et ils disent, vous appelez un plan Marshall pour la médecine libérale, on vous suit. Le ministère si hospitalo-centré et la CNAM si frileuse vont-ils nous suivre? Sinon, on fait quoi? Grosso modo, est-ce que l'État pourrait avoir peur du plan Marshall de la médecine libérale? On a des atouts. On a des atouts, d'abord, c'est nos patients, parce que nos patients, ils tiennent à leur médecin de proximité, à leur médecin généraliste, leur médecin traitant, leur médecin spécialiste. Donc ça, c'est très important. Le deuxième atout, c'est que nous, on sait s'organiser pour bien répondre aux besoins de la population. L'État ne pourra rien faire sans les médecins libéraux. Il doit en avoir conscience. Il n'a pas encore compris qu'il devait nous aider, mais ça, c'est fondamental. Le troisième point, pour réussir, et je le dis à Franck et Luc, et je sais que, franchement, ils ne ménagent pas leur peine dans cette campagne électorale, c'est que plus on est ensemble, plus on se bat ensemble, plus on fera plier le gouvernement. Le gouvernement, il se régale des divisions syndicales, il les organise, il les cultive, il les développe. Depuis des années, des dizaines d'années, parce que le pouvoir médical fort
regrouper, il sait très bien que c'est sa terreur. Je vous rappelle quand même qu'Alain Juppé l'avait payé cher à l'époque. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être forts tous ensemble. Je suis d'un pays de rugby, c'est comme ça qu'on gagne. Hein. On gagne par le collectif. On gagne avec chaque acteur à sa place qui pousse dans le même sens et c'est comme ça qu'on gagne. C'est ce que nous voulons faire à la CSMF avec votre soutien, à vous tous. Et dès les élections passées, c'est personnellement une tâche que je souhaiterais lancer et, je l'espère, faire avancer le plus possible, c'est regrouper les médecins dans la même maison, dans la maison de tous les médecins libéraux. La CSMF, elle a vocation à devenir la maison de tous les médecins libéraux. Et c'est cette évolution-là qu'il nous faudra impulser dès que les élections sont passées. Et c'est pour ça que nous avons besoin de votre soutien qui est fondamental. Dernier message de Catherine, je crois que c'est pour vous. Bravo. Non, pas bravo. Merci à toutes et à tous. Et surtout, ne l'oubliez pas, votez. Faites voter autour de vous si vous avez trouvé que nos idées sont novatrices, qu'elles sont intéressantes, qu'elles sont porteuses d'avenir pour notre profession. Faites voter autour de vous. Soutenez-nous. C'est comme ça qu'on gagnera tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Et c'est comme ça qu'on aura une médecine libérale qui sera indépendante, libre et fière de notre métier. Prochain webinaire la semaine prochaine, 19h, 20h, un petit peu passé, on parlera de santé environnementale, un autre défi qu'il nous faut relever. Bonsoir, merci Olivier Collin, bonne soirée à toutes et à tous, et à mercredi prochain. Au revoir.